Ici Karine Godin. Dans cette nouvelle saison, je vous raconte l'histoire d'un groupe qui a connu une croissance fulgurante dans le Québec des années 90. Le mouvement Raélien. Fidèles sous emprise, en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le mercredi 15 avril. Voici à la une. Bon mercredi, bon début de journée. Marie-Michel Bordua avec vous, heureuse de vous retrouver. Mathieu Bellumeur sera de retour demain. Je peux déjà vous confirmer ça. On respire un peu mieux. Sinon, autre chose que je peux vous confirmer, c'est cette réduction de la taxe d'assises, réduction sur l'essence, donc sur le prix à la pompe ultimement annoncé par Ottawa. C'est partout ça ce matin dans tous les quotidiens. Ça fait énormément réagir également depuis cette annonce d'hier là, du gouvernement Carney, donc pour faire face à cette flambée à la pompe en raison de la guerre au Moyen-Orient, suspension qui va s'appliquer sur l'essence, sur le diesel aussi à compter de lundi. C'est une mesure temporaire qui va être en place jusqu'à la fête du travail 7 septembre. Et ce que nous dit le gouvernement, c'est que sur l'essence, ça devrait réduire le prix à la pompe de 10 cents le litre, le diesel 4 cents. Faudra voir donc dans les prochains jours les retombées de tout ça, mais ça fait déjà énormément réagir. On y reviendra un petit peu plus tard à cette émission avec Jean-Philippe Robillard. Le temps tout d'abord de saluer toute l'équipe autour de la table, Véronique Méran, Olivier Pellerin, Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour à vous trois. Bonjour. Ah, je vous sens en forme malgré cette grisaille, malgré cette petite pluie. Ce temps gris. On fait ce qu'on peut, Marie-Michel, on fait ce qu'on peut. Et pour faire ce qu'on peut, parfois, on regarde ce qui se passe du côté musical, du côté des différents spectacles. Il y en a énormément de bons ces temps-ci. Ça donne le goût de s'acheter des billets, Julie-Jasmine. Mais des fois, c'est à se demander maintenant, avec la tarification dynamique, quand est-ce qu'il faut acheter nos billets? S'il faut se hypothéquer ou pas, parce que c'est vraiment très, très cher. Mais on a un article sur notre site, en fait, dans notre section art ce matin, quelques trucs pour payer moins cher. Il est question d'une journée, d'un mois et d'un moment. Alors, j'ai vraiment envie de... Je vais tout faire pour faire économiser un rond, alors. On sera à l'écoute, assurément. Ça titille sûrement plusieurs personnes là ce matin. Véronique, ben oui, cette pluie, c'est encore le mot d'ordre aujourd'hui. On aurait aimé ça s'il aurait suffi, si on avait seulement eu à dire un mois, un jour, une journée seulement. Mais non, c'est pas le cas. Côté météo, c'est une semaine quand même active. Passage aujourd'hui, je dirais peut-être un petit moment d'accalmie, un peu de bruine ce matin. On aura quelques averses, mais plus dispersées. Rien de soutenu comme on a connu hier. Par contre, ça reviendra demain après-midi jusqu'à vendredi matin. Une autre quinzaine de millimètres, un autre 15-20 millimètres par endroit. On a émis des bulletins spéciaux, entre autres, du côté des Laurentides, la Naudière, parce que cours d'eau sous surveillance, parce qu'il y a encore de la neige dans certains secteurs, la douceur, la pluie. Disons que c'est une semaine assez importante pour les cours d'eau. La crue des eaux va augmenter. Quand est-ce que ça va cesser? Ça, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Vendredi après-midi, tendance au dégagement. La meilleure des journées, ce sera celle de samedi. Dimanche, retour des précipitations. Et vous savez quoi? La vingtaine de degrés possible le samedi et même un petit peu plus. Sauf que ça va redescendre dimanche. Et lundi, on sera sous la barre du 10. On ne retient que samedi. On retient samedi. Ça devrait être une journée clémente. Mais on va se garder une petite gêne sur le ciel complètement dégagé. Là, on ira avec douceur et amélioration pour la journée de samedi. D'ici là, c'est la grisaille qui l'emporte. Et c'est comme ça partout. Il n'y a pas de jaloux, vraiment. Là. Couvert du côté de l'Abitibi, le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Il y a quelques éclaircies dans l'Est, mais quand même, surtout nuageux. Un petit peu de bruine ici et là. Les températures 11 du côté de l'Abitibi, c'est du 4 à 7 degrés vers le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, légèrement sous zéro. Du côté de la Côte-Nord, on aura un petit peu de bruine au cours de la soirée de la nuit prochaine, davantage de pluie dans l'Est demain. En territoire ontarien, nuages et bruine aussi sur la portion nord et centre. Toronto, Windsor, on y va avec des averses, un risque d'orage encore ce matin. 21-24 degrés encore aujourd'hui. C'est du temps relativement chaud là-bas. Les averses devraient s'estomper graduellement aussi dans le secteur d'Ottawa cet après-midi. C'est vraiment plus dispersé comme précipitation. C'est 11 le maximum. On aime les contrastes dans l'ouest aujourd'hui. Retour de l'hiver.
Allons-y comme ça, avec des avertissements de neige en vigueur sur le sud, le centre de l'Alberta. Je vous vois le visage pendant que je parle. Ça veut tout dire. Alors, c'est pas complètement terminé. On a des flocons du côté d'Edmonton. Ça laissera 1 centimètre ou 2, mais vers Calgary, la pluie commencera cet après-midi. Ça va se changer en neige assez forte ce soir, 10 à 25 centimètres, dépendamment des secteurs centre-sud de l'Alberta. Du côté de la Saskatchewan, sur le sud du Manitoba, ça paraît pas encore aujourd'hui. 15 à 19 degrés, ciel variable, ensoleillé par endroits, sauf que ça sent nuage. La neige commencera ce soir sur le sud de la Saskatchewan et demain sur le sud du Manitoba. Pendant ce temps-là, à Vancouver, c'est un ciel qui est assez variable dans l'ensemble, mais disons que cet épisode de neige dans les prairies, on passe pas à côté. On n'aura pas de neige sur le sud du Québec, cependant, mais quand même. Bien, on aura une pensée C'est pour pas ceux qui en terminé. auront. Voilà. Merci, Véronique. Bonne journée. Finalement, ça revient à la ligne des buts. C'est repris par McDonald. On avait oublié Cates devant le filet. C'était la dernière sirène de la saison régulière pour le Canadien de Montréal qui termine ça avec une défaite et qui donc va commencer les séries sur la route. Oui, effectivement. Fallait que j'ouvre mon micro avant de parler, effectivement. C'est une défaite pour le Canadien de Montréal, oui, sur la route, pour ce 82e match, ce tout dernier match de la saison. Match contre les Flyers de Philadelphie qui venaient tout juste de se qualifier pour les séries éliminatoires. Il y avait un peu de cette odeur-là, de cette allure-là dans le match d'hier. Les Flyers de Philadelphie qui ont été vraiment meilleurs que le Canadien. C'était un peu échevelu pour le jeu de Montréal hier. Faut dire que la défense est un peu fragilisée. Peut-être que ça a ressorti encore dans le match d'hier, mais c'était un peu mal maîtrisé, cette rencontre, et c'est ce qui explique cette victoire de 4-2 du Canadien face aux Flyers. Il faut dire que l'enjeu était simplement de savoir si le Canadien allait débuter, oui ou non, la saison à Montréal. Vous l'avez dit, ça débutera sur la route à Tampa contre le Lightning de Tampa Bay. On connaissait déjà l'adversaire. Maintenant, on sait que les 2 premiers matchs se joueront sur la route. Il y avait un peu de déception de ce côté, quoique c'était quand même pas, c'était pas la fin du monde pour le Canadien de Montréal. Ça, on l'a senti aussi beaucoup dans les commentaires d'après-match. Mais c'est vrai qu'on a ressenti que, il y avait peut-être encore des choses à peaufiner avant ce début de saison face à Tampa hier. Le but que vous avez entendu, c'est celui de Matvei Michkov qui a marqué en deuxième période. C'était son 3e point du match dans un match qui s'est terminé 4-2. Il y a eu certaines ratées aussi, entre autres Juraj Slafkovský qui est allé d'une petite erreur, a échappé la rondelle devant Jakub Dobeš qui a mené un but à des Flyers de Philadelphie. Donc c'est un match comme celui-là, 82e match, peut-être qu'on ne pourra pas s'en formaliser. On s'en souviendra peut-être pas d'ailleurs de cette défaite lors du 82e match, quoique il y a eu une défaite lors du dernier match à Montréal, dernier match aussi de la saison qu'on a perdu face aux Flyers. Donc peut-être que ça pourra déranger, mais quand même. Je vous invite à écouter les commentaires de Martin Saint-Louis parce qu'après le match, justement, on connaissait donc les destinées de l'équipe. On savait que ça débuterait sur la route. Et il est quand même très confiant, il connaît son équipe, il adore ce que son équipe offre comme jeu lorsqu'elle est à point, justement. Donc, il est prêt pour ces matchs sur la route pour débuter les séries. Oui, non, je pense qu'on n'a pas peur de commencer sur la route. Je pense qu'on l'a montré toute l'année, mais il va falloir être prêt. Puis on sait on a un gros défi en avant de nous autres, puis on est prêt pour ça. On est prêt pour le Lightning, donc ce sera à surveiller soit samedi ou dimanche. Ce sera le premier match de cette série. On dit que l'amphithéâtre à Tampa Bay n'est pas disponible le samedi, mais on va quand même attendre les communications de la Ligue nationale. Donc dans l'Est, c'est bouclé. On connaît maintenant tous les duels pour le premier tour. Je vous ai parlé de celui qui implique le Canadien et le Lightning. Les Sabres affronteront les Bruins de Boston au premier tour. Les Hurricanes, eux, qui ont terminé premiers dans l'Est, affronteront les Sénateurs d'Ottawa. Et les Penguins de Pittsburgh affronteront les Flyers de Philadelphie. Cette bataille de la Pennsylvanie qui risque d'être intéressante à suivre. Dans l'Ouest, on devra encore attendre les matchs de ce soir et de demain pour se reparler des duels de premier tour. Il n'y a pas un dicton qui dit quelque chose comme débute à l'extérieur, gagne à la maison en 4. Ma mémoire est floue. Là. J'ai parlé à un collègue à l'entretien ce matin. On aime beaucoup parler de hockey. Et ce qu'il m'a dit, le Canadien en 3. Ah! On s'est pas dit toute confiance qu'on a présentement. On verra. On va laisser le Canadien jouer les matchs et nous dicter peut-être l'allure de ce premier tour. Sinon, au tennis, ça a mieux été pour les Canadiens là, dans les différents tournois. Et Leilani Fernandez, entre autres, qui était à Stuttgart, elle affrontait hier la joueuse des Philippines, Alexandra Eala. Victoire en 2 manches assez expéditive de 6-1, 6-4. Denis Shapovalov, lui, contre le Néerlandais Talon Grichpour, victoire en 3 manches. Il y a aussi, ça c'est à Munich,
Gabriel Diallo et aussi de ce tournoi à Munich. Il sera le prochain à s'exécuter au deuxième tour. Il affrontera la première tête de série du tournoi. Ce sera Alexander Zverev, un match qui sera relevé. Mais oui, ça va très bien pour les Canadiens pour l'instant dans les tournois sur terre battue présentement. Merci, Olivier. Plaisir. Regardons maintenant ce qui retient l'attention dans les différents quotidiens ce matin. D'abord, le Globe and Mail qui revient sur cette majorité libérale à la Chambre des communes avec Mark Carney qui a dû défendre son gouvernement hier contre les critiques d'un nouveau statut majoritaire acquis de manière antidémocratique au lendemain des élections partielles. Les libéraux qui ont raflé, vous le savez, les 3 circonscriptions qui étaient en jeu lundi. Une combinaison de ces élections et de transfuges ont fait donc basculer ce gouvernement de la minorité à la majorité. Le Globe évoque aussi dans tout ça la mesure sur l'essence, première mesure de ce gouvernement majoritaire. Radio-Canada revient aussi sur la nouvelle configuration à la Chambre des communes en s'intéressant cette fois au chef conservateur Pierre Poilievre. Radio-Canada qui s'est entretenu avec une dizaine de conservateurs pour prendre le pouls du parti. Les députés qui vont se rencontrer doivent se rencontrer en caucus national ce matin. Donc, le premier depuis le départ, d'ailleurs, de la transfuge Marilyn Gladu. C'était la dernière transfuge à traverser de l'autre côté de la Chambre. Et donc, depuis l'obtention aussi de cette majorité, il y a certains conservateurs qui estiment que la majorité libérale, c'est la goutte qui fait déborder le vase du mécontentement à l'endroit de leur chef. Quoi qu'il en soit, Pierre Poilievre a l'intention de rester dans un discours prononcé en Chambre hier. Il a déclaré qu'il allait continuer de se battre pour les gens pour qu'ils puissent avoir un logement, de la nourriture, de l'énergie abordable. C'est à lire ce matin en une du radio-canada.ca. La presse revient sur ce répit attendu à la pompe dans différentes chroniques et éditos. Le quotidien nous raconte aussi l'histoire de cette patiente atteinte d'un cancer du sein agressif qui attend depuis des semaines son résultat en pathologie. C'est la deuxième femme à dénoncer ces délais en pathologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans la métropole québécoise récemment, délais qui ont une incidence sur le début de ces traitements. La mère de famille raconte avoir en ce moment peur de mourir dans tous ces délais. Elle a subi une mastectomie en février. Son médecin attend les rapports pour décider de la suite des choses. La patiente qui se dit dans tout ça abandonnée par le système de santé, la presse l'a rencontrée, c'est à lire ce matin. Le Journal de Montréal s'intéresse aux cours d'eau sous haute surveillance au Québec. Vous l'entendiez avec Véronique, la pluie, la fonte des neiges aussi, ça pourrait avoir un impact sur les crues printanières. Le ministère de la Sécurité publique indique que les secteurs où les hausses de niveau des rivières seront les plus importantes, c'est principalement l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière, la région de la Capitale-Nationale également. Et si on regarde ce matin les données du ministère, 21 rivières sous surveillance, une inondation moyenne, c'est dans la Naudière, 5 inondations mineures, c'est le portrait actuel. Il y a le spécialiste des risques hydrométéorologiques à l'Université de Montréal, Philippe Gachon, qui explique au journal que les prochaines semaines s'annoncent cruciales dans certaines régions qui ont beaucoup de neige au sol parce qu'une fonte rapide des précipitations, ça pourrait faire déborder certaines rivières. Et puis un mot pour vous mentionner dans Le Devoir ce matin, une lettre de Françoise David, ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, ex-co-porte-parole de Québec solidaire également. Elle écrit cette lettre à la nouvelle première ministre désignée Christine Fréchette pour lui demander d'agir rapidement pour mener, comme Christine Fréchette l'a dit dans son discours dimanche, une politique réfléchie, humaine, tournée vers l'avenir. Demande notamment plus d'argent, plus d'aide rapidement pour les organismes, groupes en itinérance, notamment groupes en défense des droits, entre autres. C'est à lire ce matin, mercredi, jour justement d'assermentation de Christine Fréchette.
On va y venir justement à cette mesure d'allègement là, pour le portefeuille des automobilistes. Donc, Ottawa qui veut donner un répit en raison de cette flambée des prix du carburant dû à ce conflit au Moyen-Orient. Le gouvernement Carney qui va suspendre la taxe d'accise fédérale sur l'essence pour une période de 5 mois. Donc, mesure temporaire, mesure qui va coûter près de 2,5 milliards de dollars au gouvernement fédéral. On va en parler ce matin avec Jean-Philippe Robillard qui est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marie-Michel. Donc, la mesure qui va permettre aux automobilistes et camionneurs de souffler un peu. Oui. Et donc, dès lundi matin? Oui, effectivement, pour les 5 prochains mois, jusqu'à la fête du travail, en fait, jusqu'au 7 septembre, le gouvernement fédéral, donc, vous l'avez dit, qui va suspendre la taxe d'accise de 10 cents sur l'essence et de 4 cents sur le diesel là, pour les camions. C'est une mesure, donc, de 5 mois, alors que le prix de l'essence ne cesse d'augmenter depuis le début de la guerre en Iran. On le voit à chaque fois qu'on va faire le plein. Alors, ça va permettre aux automobilistes de faire quelques dollars d'économie à chaque fois qu'ils vont aller faire le plein. Je vous donne un exemple. Pour 60 litres d'essence, par exemple, on parle d'économie, tout dépendant, évidemment, où est-ce qu'on vit au pays, là, de 5 à 6 dollars. On écoute le premier ministre du Canada, Mark Carney. On n'est pas coincé. Okay? On aura du temps afin de faire d'autres choses, d'améliorer la situation économique des Canadiens et Canadiens. C'est une mesure absolument temporaire, mais importante. Et c'est une mesure qui va coûter au gouvernement, qui va priver le gouvernement fédéral de 2,4 milliards de dollars. Et dans les dernières semaines, on a entendu des automobilistes là, qui étaient à bout de souffle avec la montée de ces prix. Ça doit être bien reçu de leur côté? Oui, surtout à l'approche de la saison estivale, à l'approche des vacances d'été où on sait qu'il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens qui vont aller en camping, qui vont voyager d'un bout à l'autre au pays. Certains vont même aller aux États-Unis. Alors, on écoute quelques automobilistes qu'on a rencontrés un peu partout au Québec. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Ça va donner un coup de main pour s'adapter au contexte. On est quand même presque à 2 $ maintenant. Si ça descend, puis ça devient à 1,90, 1,80, c'est quand même assez haut. Bien, je trouve que c'est une bonne chose. C'est mieux de les mettre dans nos poches, les scènes, que les donner au gouvernement. Hein? Surtout quand on a des gros véhicules et que, voilà, pour la famille, là, c'est sûr que c'est intéressant. Ouais. Si ça dure 5 mois, mais après, on va revenir à la normale. Oh, dommage. Autre réaction, celle des petites et moyennes entreprises, des PME, là, qui sont elles aussi durement touchées par la hausse. On écoute Jasmin Guenette de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Ça va non seulement aider les entrepreneurs qui vont avoir une facture d'essence moins élevée, mais ça va aider aussi leurs clients qui ne se verront pas refiler une facture plus importante. Les coûts du pétrole sont les principales pressions pour 60% des entrepreneurs canadiens, mais la moitié des entrepreneurs disent ne pas avoir le choix d'augmenter les prix ou de passer les frais de ces augmentations-là récentes aux clients. Alors, c'est une mesure qui pourrait permettre de réduire ou à tout le moins de contenir la hausse de l'inflation ici au pays. Là. Et c'est une mesure aussi qui ne fait pas l'unanimité, Jean-Philippe. Oui, qui ne plaît pas du tout à certains experts, aux environnementalistes, aux partisans de la transition énergétique qui voient là un recul en matière d'environnement. On écoute Pierre-Olivier Pinault. C'est déplorable, c'est vraiment du populisme. On l'a vu avec l'abolition de la taxe carbone. C'est un autre recul pour la lutte contre les changements climatiques. Ça peut paraître être une bonne chose pour les automobilistes. En fait, c'est une très mauvaise chose pour les automobilistes parce qu'au lieu d'encourager les véhicules plus efficaces et d'encourager le transport en commun, ça va perpétuer les mauvaises habitudes collectives que nous avons déjà. Et puis, il y a le gouvernement du Québec, en fait, la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui songe, elle aussi, à une façon de réduire la facture des automobilistes. Alors, il faudra voir ce qu'elle pourrait ou ce qu'elle va plutôt prochainement annoncer. Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Reconnu par l'Assemblée nationale, ça me touche beaucoup. C'est mon pays, c'est moi. Je suis à l'aube de mes 103. Mais je travaille encore.
Cette dame qui travaille encore à l'aube de ses 103 ans, c'est l'artiste Françoise Sullivan, Julie Jasmine. On l'entendait parce qu'elle a reçu hier soir la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Oui, le travail, c'est la santé, l'art, c'est la vie. Hein? C'est un peu ça, Marie-Michel. Donc oui, la dernière survivante signataire du refus global, aussi cofondatrice du groupe des automatismes. Artiste multidisciplinaire, peintre, sculptrice, chorégraphe. Et Nathalie Roy, hier, parce que j'ai écouté ça sur la chaîne de l'Assemblée nationale, a dit, vous avez écrit en temps réel l'histoire de l'art au Québec et on vous en remercie. Alors hier, évidemment, on l'a décoré de cette médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Il y a aussi Tommy Kulczyk, lui qui a œuvré dans le milieu communautaire pendant plus d'une quarantaine d'années, qui a reçu cette médaille-là, et l'ancienne juge de la Cour d'appel du Québec, Louise Otis. Et à titre posthume, la famille de Jean Lapierre, politicien et commentateur, a reçu la plus haute distinction, c'est-à-dire la médaille de la présidente de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un moment très, très touchant. Alors voilà, hier, c'était à Québec. De beaux honneurs. Et maintenant, Julie Jasmine, vous l'avez promis un petit peu plus tôt, là. Ça vous intéresse? De nous dire, de nous aider. Quand est-ce qu'il faut acheter nos billets là, avec cette nouvelle tarification dynamique qu'on voit? Parce que la tarification dynamique, ça évolue selon différents facteurs, mais bien sûr, si on dit grande demande, fort prix. Et c'est une analyse réalisée en février par une plateforme qui est spécialisée en données de billetterie qui dit si vous achetez vos billets le jour même, le prix médian sera plus bas. OK? Ça, c'est la première condition. Et si vous achetez de 2 à 4 semaines avant l'événement, le prix médian sera plus élevé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le moment idéal, c'est soit quelques jours avant ou sinon 90 jours avant. Autre révélation, le samedi est généralement le jour le moins cher et le mois de mars serait aussi le mois le moins cher, contrairement à septembre où l'on parle d'une période de pointe où les prix ont été enregistrés les plus élevés finalement. Et sachez qu'il n'y a pas d'aubaine à faire si l'événement est couru. Alors là, les règles s'appliquent un peu moins quand il s'agit de Taylor Swift à Toronto, par exemple. Alors voilà, et si jamais c'est un événement qui est moins populaire, on vous dit vraiment attendez à la dernière minute parce qu'il va y avoir une vente de feu finalement. OK, donc découvrir peut-être de nouveaux artistes, acheter le samedi. On note toutes sortes de solutions. Aujourd'hui, 13e édition de la Journée du cinéma canadien. Oui, c'est ça. 2000 projections. C'est gratuit un peu partout au pays. Au Québec, ça se passe dans une quarantaine de villes. Je vous envoie sur jourcinécan.ca. Et c'est l'occasion de parler du film Mile and Kicks, qui est un film canadien, qui est lancé aujourd'hui, mais majoritairement dans plusieurs salles vendredi. Et c'est l'histoire d'une critique musicale de Toronto qui s'installe à Montréal à l'été 2011. Question de percer le mystère du rock indépendant dans ce quartier-là. Je comprends pas pourquoi tu dois aller à Montréal. Tu y es jamais allé. Montréal, une ville qui est en train de devenir la plaque tournante du rock indépendant. Salut. Salut. Il y a un loft party ce soir. Tu devrais venir. Alors, permettez-moi quand même de souligner l'impair que dans cette bande-annonce, il y a un groupe américain MGMT. Pour le reste, évidemment, fort heureusement, il y a de la musique indie. Alors, elle a l'objectif de tomber en amour, ce personnage principal, d'avoir des relations sexuelles. Oui, ça ira, mais pas nécessairement toujours bien. Elle va s'amouracher de 2 garçons d'un même groupe de musique. C'est moderne, c'est comique, c'est féministe. Montréal est vraiment très, très belle, le quartier Myland. Alors voilà, c'est à voir, c'est en salle. Puis ce film-là, il y a un très beau parcours, notamment à South by Southwest et lancé au TIFF. Merci, Julie Jasmine. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette édition d'À la Une. Mathieu Bellumeur sera de retour demain. D'ici là, votre équipe du matin prend le relais. Passez une excellente journée. Je m'appelle Claudia Gilbert. Grâce à mes réflexes de vétérinaire, je vous guide dans l'univers où cohabitent rigueur et dérapage des éleveurs canins. Bêtise, le marché du chiot, à écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio.